Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence sur le C41 pédologie. Aujourd'hui, nous allons parler du sol et de sa relation avec la nutrition minérale des arbres. Quelques rappels sur la nutrition des arbres. Les éléments minéraux sont puisés par les racines et les mycorhizes associées, c'est-à-dire les champignons symbiotiques associés aux racines. Quand on regarde les éléments minéraux composant les plantes, on retrouve ces proportions d'oxygène, carbone, hydrogène et autres. Or, ils ne sont pas puisés oxygène, carbone et hydrogène. Donc ça veut dire que ce sont les autres qui vont être puisés dans le sol. On retrouve dans ces autres azote, potassium, phosphore, magnésium, calcium et encore d'autres éléments avec le soufre, le bore, le manganèse, le zinc ou le cuivre. Donc tous ces éléments en marron sont ceux qui sont puisés dans le sol. La nutrition minérale n'est suffisante que si l'offre par le sol est suffisante. Ainsi, quand on retrouve un sol avec beaucoup de ces éléments, on va avoir une bonne croissance, alors que dans un sol où il y a peu de ces éléments, on va avoir une mauvaise croissance. Il n'y a ni engrais ni amendement en forêt. En effet, sur un sol agricole, même si on a une fertilité faible en éléments minéraux, on va pouvoir ajouter des engrais pour ajouter une certaine fertilité à cette fertilité du sol. Donc cela va permettre de compenser des sols un peu plus pauvres ou de compenser des besoins des végétaux plus importants, c'est le cas pour beaucoup de cultures. En forêt, nous ne pouvons pas faire cela, donc nous allons nous contenter d'analyser la richesse du sol. Les éléments majeurs sont présents dans la feuille à teneur élevée. Cela veut dire que les arbres, les végétaux en ont beaucoup besoin. On rappelle que dans les non puisés dans le sol, on a oxygène, hydrogène et carbone. Par contre, dans les puisés dans le sol, on retrouve ces éléments indispensables, et en particulier les éléments majeurs, avec azote, phosphore, potassium, calcium et magnésium. Les oligoéléments sont aussi présents dans les arbres à bien plus faible teneur. Ils sont indispensables et devront être puisés dans le sol. On retrouve dans ces oligoéléments fer, bore, cuivre, zinc et manganèse. Ils sont vraiment présents en faible quantité, 1000 fois moins dans la plante que les éléments majeurs. Donc il suffit qu'il y en ait quelques traces dans le sol pour que cela suffise. Vous voyez qu'il y a une dernière catégorie d'éléments puisés dans le sol. C'est ce qu'on appelle les éléments nuisibles ou toxiques, comme l'excès de carbone, l'aluminium, le NaCl, les excès d'éléments métalliques. Nous parlerons de cela plus tard dans le cours. Parlons maintenant plus spécifiquement de la nutrition en azote. La roche-mère, les éléments minéraux du sol ne contiennent pas d'azote. Or, c'est un élément clé de la croissance, c'est un point décisif dans la quantité d'éléments utilisés par les végétaux pour se construire. Quelles sont les origines de l'azote dans le sol? Il y a les éléments organiques, les apports atmosphériques avec la pluie par exemple ou la neige, et enfin les champignons mycorhiziens fixateurs qui sont capables de récupérer l'azote gazeux qu'il y a dans l'air. Il faut pour nous analyser la richesse organique du sol, c'est-à-dire la rapidité, l'intérêt du cycle organique. Les apports atmosphériques sont difficiles à quantifier et sont moins importants, et les champignons mycorhiziens fixateurs ne concernent que certaines essences avec les bonnes mycorhizes. L'azote est libéré par la minéralisation de la matière organique du sol. Il y a deux types de minéralisation de cette matière organique. Tout d'abord, la minéralisation de la matière organique fraîche, c'est-à-dire des feuilles qui viennent de tomber, qui vont se décomposer. Cela libère de l'azote. Il y a également la minéralisation des matières organiques évoluées. C'est ce qu'on appelle l'humus au sens strict. C'est les éléments qui ont évolué à partir de la matière organique fraîche. C'est une libération progressive de l'azote. Dans les deux cas, donc, on a libération d'azote et cela va permettre une bonne croissance des végétaux. La minéralisation de la matière organique fraîche est très importante à court terme, elle va assurer des besoins rapides. A l'inverse, la minéralisation de l'humus au sens strict des particules humiques va être très importante à moyen terme, elle va assurer une quantité de nourriture régulière. Donc les deux jouent leur rôle et sont importants. L'indicateur de libération d'azote est le type d'humus. Dans de bonnes conditions, en effet, il va y avoir une bonne activité biologique, et donc une bonne minéralisation et libération d'azote. Cela permet ce qu'on appelle un cycle rapide de la matière organique et une bonne croissance des végétaux. A l'inverse, dans de mauvaises conditions, dans des conditions difficiles, on va avoir une faible libération d'azote puisqu'il y a une faible minéralisation, et donc les arbres vont avoir du mal à se nourrir en azote.
Si je reprends ces humus qui correspondent, on a le moule, le mésomoule, c'est les classiques de la très bonne condition, donc de la bonne nutrition en azote. À l'inverse, si je prends les mauvaises conditions avec une mauvaise libération d'azote et une mauvaise nutrition en azote, on retrouve une accumulation de matière organique caractéristique des humus modères et morts. Donc finalement, c'est assez simple à partir de la reconnaissance de l'humus de déterminer s'il y a une bonne nutrition en azote. La carence en azote reste possible sur sol calcaire. En effet, quand on est sur sol calcaire, il y a ce qu'on appelle du calcaire actif. Et cela permet une bonne activité biologique, il y a de bonnes conditions, on retrouve souvent là-dessus des humus de type eumoule et mésomoule. Mais par contre, il y a un excès de calcaire et de calcium. Et cela bloque l'azote dans le sol, qui ne peut donc pas être utilisé par les végétaux, et certains végétaux vont même en mourir. Parlons maintenant de la richesse des éléments minéraux qui constituent le sol. La richesse de la roche-mère est déjà un point important. En effet, une roche-mère riche en éléments minéraux va par son altération libérer beaucoup d'éléments minéraux. Et donc cela va permettre une alimentation intéressante. Il y a également le rôle de certains dépôts éoliens, des poussières amenées par le vent en quantité, qui peuvent faire des dépôts importants en surface et qui vont eux aussi amener des éléments chimiques intéressants. Évidemment, cela ne suffit pas puisque c'est dans le sol que les racines vont se développer et non dans la roche. Mais déjà, une roche-mère riche devrait être un bon indicateur pour un sol riche. On va analyser la présence d'éléments fins dans le sol. En effet, l'argile, les limons fins, sont ce qu'on appelle des silicates d'alumine. Ils sont donc riches en éléments chimiques et leur altération régulière dans le sol va entraîner une libération constante d'éléments intéressants. Si je reprends mon sol, on va regarder s'il y a de l'argile, des limons fins, et cela va nous permettre de savoir s'il y a libération d'éléments et une bonne croissance. Quand on a un sol profond, on a une plus grande quantité de sol, donc une meilleure libération d'éléments intéressants et une meilleure croissance. Les situations topographiques d'apport donnent une meilleure richesse chimique. Pour rappel, ces situations d'apport, c'est les bas de pente, les ruptures de pente positives et les fonds de vallon. Dans ces trois cas, on va avoir des apports. Et les apports d'éléments fins, comme argile et limon fin, vont nous donner des sols avec plus de ces éléments, donc forcément plus d'altération de ces éléments, donc plus d'éléments chimiques. Mais au-delà de ça, il y a des apports d'éléments chimiques dissous directement dans l'eau. Donc tout ça est très intéressant et va permettre une bonne croissance. Souvent, on a des essences exigeantes dans ces situations-là. Parlons maintenant de la rétention des éléments chimiques dont nous venons de parler. Les éléments chimiques libres sont soumis au lessivage. En effet, quand ils sont libérés, ils sont présents dans le sol sous forme d'ions. Ils sont dissous dans l'eau. Or, l'eau circule vers le bas. Et donc, il va y avoir un départ de ces éléments dissous, ce qui va entraîner ce qu'on appelle un lessivage, une lixiviation si on veut être précis sur le terme. On a donc une perte de richesse, les éléments chimiques sont partis. Certains constituants, heureusement, peuvent retenir ces ions de manière échangeable. Ainsi, les argiles, les molécules humiques, par exemple celles qu'on a dans des bonnes conditions comme dans les moules, et les ensembles argile plus molécules humiques de type moule, que l'on retrouve dans les moules, vont former les complexes argilo-humiques. Ces trois éléments-là ont la caractéristique de former un ensemble électronégatif. Ils ont donc des charges négatives à leur surface. Cela est très intéressant puisque les charges négatives vont attirer les ions positifs toujours à la surface. Les ions positifs sont donc retenus par une force électrique. On parle des cations pour les ions positifs pour rappel. On a donc ce qu'on appelle un pouvoir adsorbant. Ad, cela veut dire à la surface de. Donc ces complexes vont attirer à leur surface des cations. On parle donc du complexe adsorbant. C'est un point très intéressant du sol. En effet, des échanges sont possibles. Ce ne sont pas des forces trop importantes. Donc les éléments sont retenus mais sont échangeables. On parle alors de capacité d'échange cationique. C'est la capacité du sol à échanger des cations, à les retenir et à les échanger. Donc on a un petit résumé, c'est la CEC. Si vous entendez ce terme, cela veut dire la capacité du complexe à retenir des cations. Tout cela limite le lessivage. C'est donc décisif pour éviter une perte de richesse dans le sol. Le pH du sol joue un rôle déterminant sur cette rétention. En effet, le complexe retient également les cations H+. Or, les H+ sont des éléments inutiles. Quand on a
Un pH très acide, cela limite fortement l'efficacité de cette rétention. En effet, un pH très acide, cela veut dire une forte concentration en H+. Et là, par la loi des échanges, on va retrouver un complexe qui va surtout retenir des ions H+. On a un remplacement des cations intéressants par du H+. On parle de désaturation du complexe. Cela veut dire qu'il y aura un lessivage plus important puisque les cations intéressants ne sont plus retenus sur le complexe puisque celui-ci est occupé par des ions H+ inintéressants. Un pH proche de la neutralité forestière, à l'inverse, est un atout pour la rétention. Pour un pH neutralité forestière, on dit qu'on est entre 5,5 et 6 à peu près. C'est le pH normal moyen en forêt. Donc là, on va avoir une situation de saturation du complexe avec peu d'ions H+, et beaucoup d'ions intéressants, de cations intéressants. C'est un bon pourcentage d'éléments utiles. Donc rappelez-vous, un sol saturé, c'est un sol avec un bon pourcentage d'éléments utiles. Il y a dans cette situation, on l'a dit tout à l'heure, un faible lessivage. C'est donc un élément très intéressant, un atout pour le sol et sa fertilité. Attention, quand on a un pH de 7, cela veut dire qu'on a un fort taux de calcium en éléments dissous et dans le complexe, sur le complexe. Et donc cela va entraîner une sursaturation en calcium. Tout cela entraîne des carences et donc un manque d'éléments. Parlons justement des carences et toxicités. Les carences peuvent être provoquées par un problème de libération, de rétention, mais aussi de déséquilibre des éléments dans le sol. Donc une carence, pour rappel, c'est un manque. Donc quand on a une roche-mère pauvre, on a une faible libération d'éléments, forcément. Exemple du grès, c'est quelque chose qui va être peu intéressant. Il va y avoir des carences sur ces sols-là. De la même manière, sur un sol acide, on va avoir une désaturation et donc un lessivage plus important. Cela amènera peut-être des carences en éléments nutritifs. On peut avoir aussi des excès en éléments qui vont entraîner des déséquilibres. Ces déséquilibres entraînent un problème d'absorption. C'est le cas sur le calcaire, par exemple, qui va nous poser des soucis. On a vu tout à l'heure que ça amène à des pH autour de 7, voire basiques. Et dans ces conditions-là, on a des soucis de nutrition. Les toxicités sont liées à un excès en un élément. Donc, une toxicité va entraîner un problème de croissance, mais également un problème de mortalité pour certaines essences. C'est le cas sur calcaire, où on a un excès de calcaire, l'élément calcaire en lui-même, le CaCO3, mais aussi des excès de calcium, l'ion calcium, Ca2+. Là-dessus, les essences calcifuges vont avoir beaucoup de difficultés. Sur les sols très acides, on constate également un excès d'aluminium, un élément toxique en particulier pour les feuillus. Et enfin, en bord de mer, on a un excès de sodium qui est toxique pour énormément de végétaux. Il faut des espèces adaptées pour qu'elles résistent et aient une bonne croissance dans ces situations-là. Voilà donc le tour de la nutrition en éléments minéraux et éventuellement des problèmes d'excès et de toxicité en ces éléments minéraux. Nous avons donc fait le tour de tous les points clés qui permettent de déterminer la fertilité d'un sol. Dans le prochain cours, nous verrons comment combiner tous ces éléments, comment les analyser sur le terrain pour en faire une synthèse globale qui permet de dresser un portrait de la fertilité du sol et de la capacité des essences forestières que l'on va trouver dessus à survivre et puis surtout à produire de manière intéressante.